Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Ah, salut les gars. Vous avez pris de l'avance? Ça va, Julie? Ouais, il faut dire qu'il y a un gros morceau aujourd'hui, hein. On s'attaque à... Eh oui, je suis venue avec du matériel. La cassole, tu connais? La cassole, bah un petit peu, mais... Je vous embrasse. Bah ouais, bienvenue. Enfin, vous avez déjà pris possession des lieux. De tes lieux. Bon, on va parler haricots, si j'ai bien compris. On va rentrer dans cette cathédrale de la cuisine du Sud-Ouest qui est le cassoulet. Et comme le disait Prosper Montagnier, que tu connais, grand gastronome du siècle dernier, inventeur du Larousse gastronomique. Exactement. Eh bien, le cassoulet, c'est le dieu de la cuisine occitane. Dieu le Père, c'est le cassoulet de Castelnaudary. Dieu le Fils, c'est celui de Carcassonne, tout le monde est content. Et le Saint-Esprit, c'est à Toulouse. On va puiser un petit peu partout les bonnes idées. On va essayer de voir aussi s'il n'y a pas quelques idées reçues. Et puis de faire, le meilleur cassoulet. Merci. Non, en tout cas, on va faire un cassoulet qui, j'espère, sera bon chez vous, facile à réussir, facile à digérer. On va essayer. Et du coup, je vais mettre mon tablier. Nous allons donc sillonner les 4 coins du Sud-Ouest pour examiner sous toutes ses coutures et toutes ses versions ce plat mythique. Avec pour commencer une variante ancestrale et initialement réalisée pour le carême, le cassoulet au poisson. Une spécialité venue tout droit de Gaillac dans le Tarn. Et c'est la famille Duguette qui sera aux manettes. Je pense que ma famille est à peu près la seule à avoir cette recette. Nous nous rendrons ensuite au cœur du pays tarbais pour voir comment pousse le légume favori de la région, le haricot bien sûr. Alors voilà, la récolte à la main, ça permet de préserver la qualité du haricot et des grains. En parisien qui n'a peur de rien, Thierry Marx se confrontera à ce grand classique occitan. La saucisse qui est bien caramélisée. Confit de canard. Petit morceau de jarret. Alors que dans les Landes, à Souston, Cyril et Michel nous proposent une variante inédite. À Castelnaudary, on a le cassoulet. Ici, on va avoir la cassouette. C'est en fait le cas de cassoulet, le sou de Souston et le ouet de cacahuète. Pas de cassoulet sans cassole, nous irons donc à Mas-Sainte-Puelle où une famille de potiers perpétue la fabrication du fameux récipient. C'est ce modèle-là. Cette forme tronconique, émaillée à l'intérieur en marron, avec deux petits ésences. Ça, c'est le plat traditionnel, le vrai cassoulet de Castelnaudary. Une immersion complète dans le vaste univers du cassoulet, mais pour l'instant, place à ma recette. Alors ce cassoulet, on dit que son origine remonte très très loin puisque ce seraient les Arabes, les Maures, qui auraient importé cette tradition qui était en fait un haricot de mouton au départ. Hein. Et c'est quand même un paradoxe de penser que le cassoulet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de cochons quand même, a été importé par les Arabes. Comme quoi, hein, les recettes parcourent du chemin. La cuisine voyage. Oui, et puis chacun ses approprie. Exactement. C'est ça qui est intéressant avec la gastronomie. Et s'il fait bien partie de la gastronomie, le cassoulet c'est aussi une histoire de guerre. La guerre des terroirs tout d'abord. Tiraillé entre Castelnaudary et Carcassonne, le plat est aussi disputé par les Toulousains. La guerre des origines aussi. Une des légendes veut qu'au XIVe siècle et pendant la guerre de Cent Ans, les habitants de Castelnaudary mirent toute leur nourriture en commun pour nourrir leurs soldats. Porc, lard, fèves, saucisses et viande, tout y passa et mijota ensemble. Et c'est ainsi que, revigorés par le plat, les guerriers auraient repoussé les Anglais jusqu'au bord de la Manche.
Mais comme le disait plutôt Julie, le plat pourrait être une version revisitée d'une recette mauresque, préparée entre l'Andalousie et l'Algérie, la loubia, mélange de légumineuses, de viande et de matières grasses, importée au 8e siècle en France. Quant aux haricots, ce n'est pas la faim mais bien la guerre encore une fois, entre le lingot de Castelnaudary et le tarbé. Le premier introduit en France par Catherine de Médicis au milieu du XVIe et qui encouragea sa culture à Castelnaudary. Le second, tarbé, implanté dans la région du même nom au XVIIIe siècle sous l'impulsion de l'évêché de Tarbes. Toutes ces rivalités ont donné naissance à une foultitude de recettes. Outre la classique de Castelnaudary, sertie de confit et de porc, il y a celle de Carcassonne, incluant de la perdrix rouge ou encore des morceaux d'agneau. Celle avec de la tomate fraîche appelée sabronade ou encore dans le Tarn, la fabounade, qui se mange avec des andouillettes. Heureusement, un élément met tout le monde au diapason, la cassole en terre cuite. Alors de grâce, faites du cassoulet, pas la guerre. Après tout ça, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Jarret de demi-sel, moi je l'ai fait tremper 3 heures. Oui, c'est bien. Un tout petit peu de sel, Oui. c'est pas mal non plus. Bien sûr. Ça nourrit aussi le. Mais les garçons, je saveurs. me demande souvent pourquoi on sale les viandes. Ça renforce le goût quand même? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, et puis ça change la fibre, Oui, ça change c'est la ça, ouais. texture. Ah, on démarre une cuisson d'une certaine façon? Et le sel permet de garder l'eau aussi à l'intérieur. Donc ta viande, comme ça, va pouvoir rester un petit peu plus Même tendre. après la cuisson, elle sera moins sèche. Oui. Ouais, c'est ça. Alors on va égoutter nos haricots. Alors le haricot, c'est déjà le premier débat en matière de cassoulet parce que le cassoulet, on a beau dire, c'est le haricot avant tout. Hein. Donc il faut vraiment des haricots de qualité. Moi, j'ai choisi des tarbais. Ouais. Toi, je sais que tu prends des haricots du Lauragais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai choisi les lauragais parce que j'aimais bien. Et les tarbais, j'en trouve pas beaucoup. Oui, c'est pas une évident. appellation protégée, IGP d'ailleurs. IGP. Ouais. Alors mes haricots, est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter la digestibilité sans perdre pour autant la saveur et la texture? Quand on va cuire les haricots, il y a des sucres dedans qui vont se libérer et qui vont partir dans l'eau de cuisson. Donc en fait, ce qui est le moins digeste, c'est ton eau de cuisson. Là, moi, je prévoyais de les cuire dans une eau un peu aromatisée, mais de garder cette eau. Je la garde pas? Mais en fait, si tu veux que ce soit le plus digeste possible, moi je te conseille effectivement bien parfumer, comme ça va vraiment les aromatiser. Mais ensuite, tu enlèves cette eau-là. Ça, c'est une super idée. Donc, on va les cuire. Alors, Thierry, qu'est-ce que tu conseillerais de mettre pour les aromatiser un petit peu? Bon, ils seront aromatisés par le bouillon et le cassoulet, mais qu'est-ce qu'on pourrait Moi, je mettre? mets oignon, bouquet garni et 2 à 3 feuilles de sauge à mi-cuisson. Ah, bah, prendre celui-là. Point de sauge à disposition. Nous optons pour du thym qui la remplacera aisément. Allez, oignon, je le laisse entier? Oui, entier. On peut le piquer avec un petit clou de girofle. Un petit clou de girofle. Alors, le clou de girofle, il a quelle fonction? Il a ses petits surtout. Il va nous permettre de garder un peu notre bouillon en réserve si on a besoin de conserver un peu les haricots. En parlant haricots, moi j'ai eu la chance d'obtenir des tarbais parce que je suis allée dans la région où Oui. on produit les tarbais. Et là on est parti en Haute-Garonne rencontrer Julie, qui est une jeune productrice de haricots tarbais. Effectivement, ils répondent à un cahier des charges très précis puisque ça pousse sur des tuteurs de maïs. J'ai pris ma petite Micheline et traversé les beaux pays de France pour me rendre en Haute-Garonne, non loin de Tarbes, le terroir producteur de la fameuse légumineuse. Car c'est là, et plus précisément dans le petit village de Sarremezan, que Julie Lamarque s'est fraîchement lancée dans la culture des haricots. C'est l'heure de la récolte, et avec son équipe de ramasseurs, elle est à pied d'œuvre dans les champs de maïs. Et oui, Le haricot a besoin du maïs pour grimper, s'entoure autour du pied de maïs. On choisit la semence de maïs pour la culture de haricots. Le maïs, voilà, c'est secondaire. il n'est pas perdu pour autant bien sûr, car Julie le récolte ensuite pour nourrir son cheptel de vaches durant l'hiver. Donc là, on a un pied de haricot. Voilà, voilà, la fleur, ça ressemble à ça. À chaque fleur, il y a une gousse qui pousse. Donc il faut avoir le maximum de fleurs, voilà, qui puissent arriver à maturité pour avoir le maximum de haricots sur le pied, quoi. Alors voilà, la récolte à la main, ça permet de préserver la qualité du haricot et des grains, voilà, pour avoir le maximum de grains labellisables. Car les haricots tarbais sont les seuls à bénéficier des appellations Label Rouge, qui garantit la qualité supérieure gustative, et IGP, qui elle délimite la zone de production. Et c'est mérité, car cette récolte manuelle est bien fastidieuse. C'est vrai que c'est quand même physique parce qu'on est accroupi. Bon, ça fatigue assez parce qu'il y en a en bas, en haut, au milieu, il y en a partout, quoi. Même des fois, ils poussent coincés, recourbés. Moi, je trouve le pire, c'est l'après-midi. C'est plus chaud.
Les haricots sont plus secs, du coup ça coupe aux mains. Un peu. Et après c'est pour ça que j'ai mis des gants en fait. À la fin de la matinée, les ramasseurs regroupent leur première récolte. Vas-y. Ils sont payés au poids. Donc voilà, pour en moyenne, il faut qu'ils ramassent 9 kg à l'heure pour être au niveau du SMIC. Et il leur reste de quoi faire, car Julie, qui possède un terrain de 2 hectares, compte bien récolter 8 quintaux d'ici 3 semaines. Les gousses de haricots sont enfin acheminées jusqu'à la ferme pour sécher tranquillement au soleil. Et là, si on prend une gousse, on l'entend sonner. Donc ça veut dire qu'il est sec et il est bon à être égrené. Le tapis, il amène le haricot dans la machine, ça sépare le grain de la gousse. Donc la gousse est envoyée devant et le grain tombe sur le côté et on le remplit dans un big bag pour après pouvoir le livrer à la coopérative. Car c'est à la coopérative qui rassemble les récoltes de tous les producteurs de la région que la deuxième vie des haricots commence. Et c'est Cédric Botrel, responsable du lieu, qui les réceptionne. Il commence par prélever un échantillon des haricots de Julie, une étape obligatoire. Donc le haricot, il doit être entre 12 et 17% d'humidité pour le cahier des charges label rouge et IGP. Donc chaque big bag qui est reçu à la coopérative est identifié, chaque contenant, où on met donc le nom du producteur, la parcelle et donc le poids, les informations qu'on a pris à l'entrée, donc 958 kg. Et ensuite cette étiquette, on la met dans le big bag et ça suivra toujours le big bag dans toute sa vie dans la coopérative. Si la traçabilité est essentielle, ce n'est pas la dernière action avant sa mise sur le marché. Donc les triages, c'est très simple. Tout ce qui a une tache, tout ce qui a été abîmé, piqué par des insectes, tout ça, ça va sortir au triage. On va récupérer vraiment que le grain qui a 0 défaut et qui est blanc. Et c'est ça derrière qui va faire la qualité du produit. Et pour arriver à un haricot qui, au niveau gustatif, a une peau très fine, un fondant qui se reconnaît. On peut le faire cuire longtemps, il ne va pas devenir de la farine. Les haricots sont ensuite directement empaquetés. Là, c'est prêt à être commercialisé. Donc, ils ont le label rouge, ils ont l'IGP. Sans oublier un numéro de traçabilité permettant de remonter au producteur et même à la parcelle de celui-ci. La transparence est totale. Une production artisanale stricte et maîtrisée des haricots que l'on trouve dans des épiceries fines sur les marchés jusqu'au Japon et aux États-Unis. Ouais, puisque tu as été sage, on te donnera quelques haricots de Julie. Je vais en emmener quelques sacs. Alors, des pieds de veau. Pourquoi le pied de veau? Ça va amener du gélatineux. Donc ça enrobe le produit, ça fait des bouillons qui sont assez brillants. Ah ouais. Alors c'est pas pratique à couper. Souvent ils le font à la scie d'ailleurs. Il faut le chez faire à la boucher. scie. Et comme on n'a pas de scie avec nous dans ta T'es pas cuisine, venu avec ta scie? Ben non, j'évite. Thierry, pourrais-tu me peler une carotte? Tout de Est-ce que suite. tu sais faire? Tu veux que je te montre? Non, ça va aller. Quoique. Et si tu peux la couper en rondelles, D'accord. s'il te plaît. Alors, en gros, pour se résumer, parce que je peux vous dire que cette recette, elle est finalement assez facile, mais elle est longue et voilà, il y a beaucoup d'étapes. Donc, d'un côté, on a mis nos haricots pré-trempés, égouttés. On y a mis, selon tes conseils, l'oignon piqué de clous de girofle, un petit bouquet garni. Et maintenant, on va mettre le jarret demi-sel, le pied de veau coupé en morceaux. On va rajouter un peu de lard et le fameux oignon, lui aussi piqué de clous de girofle. Voilà. Le lard. Alors, ça, c'est un lard de Bigorre. Sans moi, ça. Ah oui. Non, mais franchement, vive les Pyrénées. Boum, c'est parti dans la casserole. J'intègre les rondelles de carottes. Thierry, lui, a une nouvelle mission. Me préparer un beau morceau de jambon. Alors, je dois avouer que j'ai pas mis de couenne. Ah là là. Ah là là. Bon, bah les gars, c'était sympa. Je reprends mon manteau. Du coup, je me suis dit, bah non, honnêtement, ça, c'est un peu de la couenne. Hein. On a du jarret, on a du pied de veau. Il y a des parties pris plus texturées, moins texturées, plus fermes. Plus liées. Après, chacun ses goûts. C'est ça. Bêtement. Mais... Les garçons, moi, j'ai toujours entendu dire, et là j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais qu'il fallait pas saler l'eau des haricots secs, enfin des légumes secs en général, y compris les lentilles, parce que ça les durcit. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non. Le sel n'a pas d'impact. Je prends mon carnet. Intrigués par cette révélation, nous rejoignons Raphaël pour quelques explications.
Alors, donc j'ai fait différents tests de cuisson. J'ai cuit tout pendant 20 minutes, en les ayant pré-trempés une nuit. Alors, eau minérale, de l'eau avec, j'ai chargé exprès un peu en sel. Ici, ce qu'on appelle de l'eau dure. Alors, l'eau dure, c'est de l'eau du robinet, pas filtrée du tout. Donc, très riche en calcium et magnésium. D'accord. Et puis ici, de l'eau gazeuse, riche en bicarbonate. Alors, bon, ici, ça va être le témoin sur ni la durée. Ah oui, tu peux. Je goûte un haricot témoin, puis les autres pour comparer, en commençant par ceux cuits dans le sel. Ah ouais, dis donc, ils sont presque plus tendres, ceux qui sont salés. Voilà, tu vois. L'eau dure. L'eau dure. Eh ben, Ah, ils sont plus durs. Ils sont plus durs. Voilà. Ouais, on sent la peau, quoi. Voilà, Pas très donc agréable. c'est de l'eau très riche en calcium et magnésium. Donc souvent, quand on dit faut pas mettre du sel, c'est des sels minéraux. Tu vois, quand tu as un haricot comme ça, tu as une peau tout autour. Oui. Et le calcium, donc on retrouve dans l'eau du robinet des fois un peu dure, eh bien il va rigidifier encore plus cette intéressant. peau. Et donc l'eau va mettre beaucoup plus de temps à rentrer, donc ça va cuire plus longtemps. Alors que le sel de mer n'a pas alors du que tout le sel de cette, mer n'a aucun impact. cet effet. Voilà. Incroyable. Donc le sel de cuisine, on peut en mettre, il n'y a aucun problème, ça ne va pas ralentir la cuisson. Et Par l'eau contre- gazeuse. Et alors l'eau gazeuse, alors là, tu vois, sont cuits. ça devient même C'est très incroyable, cuit, c'est presque trop incroyable, cuit. presque trop cuit, Parce que ça accélère considérablement c'est- la vitesse de cuisson, c'est c'est le ça? contraire de l'eau dure. C'est-à-dire que là, le bicarbonate, ces petits gaz qui sont dissous, eux, ils vont agir comme des petits ciseaux, et ils vont venir couper et dissoudre cette peau très Là, très c'est dure. flagrant. Hein. Et alors, les gars, si on veut cuire les haricots dans du bouillon, on fait un bouillon avec de l'eau gazeuse? On peut, bien sûr. Ah oui, d'accord. Avant de vous Non, rencontrer, mais- c'était simple la cuisine, hein, les gars. Sauf que maintenant, c'est passionnant. On essaye de donner des petites astuces. Récapitulons. Retenez que pour cuire vos haricots, vous pouvez utiliser du sel sans incidence sur les légumineuses et surtout de l'eau gazeuse naturelle qui les cuira plus rapidement. En revanche, évitez les eaux très minéralisées ou l'eau du robinet trop calcaire. Merci, cher ami. On va appliquer ça tout de suite. Allez, retournons côté cuisine. Nos haricots mijotent à part. Je m'occupe donc de la viande qui cuit de son côté en y ajoutant quelques grains de poivre et un bouquet garni avec du romarin et du thym. On va couvrir, on va laisser mijoter, frémir pendant 1h30 à peu près. On va laisser un petit filet. Et pendant ce temps-là, moi, je te propose qu'on aille dans ta cuisine. D'accord. Tes cuisines parisiennes de ton restaurant étoilé, s'il vous plaît, pour préparer le cassoulet à la Thierry. Allez, c'est parti. Première étape de son cassoulet étoilé, Thierry Marx attaque par la cuisson des haricots et suit les conseils de son complice Raphaël. On va prendre des haricots du Lauragais qu'on aura préalablement trempés pendant 1 heure. Faut faire attention un petit peu de prendre des haricots de la saison. C'est-à-dire que s'ils sont trop vieux, la peau va se retirer, c'est pas très agréable. On va mouiller à hauteur avec de l'eau gazeuse. Mais j'aurais pu utiliser de l'eau avec du bicarbonate pour accélérer la cuisson de mes haricots. Notre chef ajoute un oignon, puis il prépare un étonnant bouquet garni composé d'un mélange de carottes, de céleri, de poireaux, de thym et de laurier. Je l'enferme dans de la barbe de porc. Elle va donner un petit peu de matière grasse. Et voilà. On va préparer les viandes. Cette deuxième étape démarre avec le marquage des viandes à la cocotte sur de la graisse d'oie fumante, en commençant par le jarret de porc, l'échine, puis les rouleaux de couenne et enfin les saucisses. Les saucisses, ça cuit rapidement. La garniture aromatique n'arrive qu'en dernier. Échalotes. Je laisse colorer, donner un peu de couleur à mon bouillon. Ce bouillon, Thierry Marx va l'obtenir en rajoutant de l'eau gazeuse fraîche dont il recouvre largement la viande. Fleur de sel. Là, c'est parti pour 1h45 de cuisson environ. Et 1h45 plus tard, les haricots sont presque cuits, mais vraiment pas tout à fait. Ils sont encore un peu croquants. Les viandes sont quasiment cuites. On a récupéré les bardes et les bouquets garnis, les couennes. Donc on y va. il est temps de passer à la troisième étape, le montage dans la cocotte. Maintenant, on a cuit le légume, cette barde s'est aromatisée. Et je vais la ranger au fond de la cocotte. Ça va rendre le haricot beaucoup plus moelleux. Vient ensuite la couenne détaillée finement et répartie sur le fond de la cocotte. Et maintenant, on va ajouter les haricots, les viandes. On va enfouir un petit peu dans les haricots.
Sans oublier une cuisse de canard confite maison, bien sûr. Le tout est enfin arrosé du jus de cuisson de la viande. On mouille à hauteur une première fois. On va avoir un jus un peu gras qui va venir enrober le haricot qui, somme toute, c'est quand même farineux, c'est un peu sec. Tout ça, ça va s'enlever et ça va faire une sauce très brillante. Et là, c'est parti pour un petit moment au four, 35 à 40 minutes. Mais attention, il ne faut surtout pas couvrir pour qu'une jolie croûte se forme. Au fur et à mesure de la cuisson, on va casser la croûte et on va rajouter du jus de cuisson. Un dernier petit tour au four. Cette fois, le cassoulet est prêt à être dégusté. Moi, pour le service, maintenant, je vais remouiller une dernière fois avec mon bouillon de cuisson. Quatrième et dernière étape de notre cassoulet étoilé, le dressage. La saucisse qui est bien caramélisée. Confit de canard. Petit morceau de jarret. Le cassoulet maison. Et voilà comment obtenir en 4 étapes un cassoulet 2 étoiles, servi à l'assiette s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Thierry? Tu t'es perdu de vue, là? T'as fait classique. Je trouve que le cassoulet, il n'y a pas tellement de possibilités de contre-pied. Ah bon? Et ce qui me plaît tout de suite dans le cassoulet, Je c'est m'étonne de toi. ce côté rôtissage Ouais, ça, au c'est- départ. ouais. Moi, ces arômes, là... Écoute, franchement, pari réussi. Tout est bon. Ouais, Tout les est haricots bon dans sont le super bien cassoulet. cuits. Ah ouais. Et il y a cette osmose nécessaire entre le haricot, les viandes, l'avoine. Et c'est vrai on que sent un l'avoine, bon pour le goût coup, avec là, ça m'a l'avoine. donné envie. Eh ouais. On va changer. Reprenons le fil de la recette, car il faut préparer tous nos morceaux de viande, à commencer par le train de côte. Bon, alors Thierry, donc là, on va couper les travers entre chaque os. D'accord. Si tu veux bien, pour que chacun ait son petit travers. Et puis moi, je vais faire rissoler, dorer les cuisses de canard. Alors, c'est là, évidemment, où les religions se divisent, parce qu'il y a les partisans du confit de canard, il y a ceux qui n'en mettent pas du tout, il y a ceux qui mettent le confit de perdreau, comme on le fait à Carcassonne. Donc, moi, j'ai pris le parti de proposer des ingrédients assez faciles à trouver. Hein. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu veux bien me couper les chines de porc? J'ai choisi les chines, bon, c'est un morceau assez classique. Alors, ces cuisses de canard, je vais les mettre au four pour bien griller la peau, parce que ça, je crois que c'est important. Et là, on va faire revenir nos viandes. C'est vraiment important de faire dorer les viandes avant de les intégrer aux haricots et tout. Moi, je préfère. ça donne du goût, parce hein. que J'ai sinon, on va avoir un pochage. C'est ça. Et Et c'est c'est pas ce nettement qu'on moins veut. savoureux. Alors, on va remuer tout ça. Pas trop vite, hein, pour que ça Pas dore trop bien. vite. Tu peux les laisser marquer un peu plus. Allez, on les laisse marquer. Alors, il faudrait préparer, paraît-il, un hachis de jambon. Oui, Faut je vais le indiquer faire. un bon goût. Tu peux récupérer du coup un peu de jambon là-bas? Merci. Le temps pour Thierry de récupérer quelques tranches de jambon. Ils sont très très bons. Magnifique. J'enfourne mes cuisses de canard bien saisies dans le four préchauffé. Thierry, je te laisse faire notre petit hachis de jambon. Tout de suite. Gras et maigre, hein, évidemment. Gras et maigre. on Je plaisante vais, pas, hein. je vais faire un tiers de tiers. Puis tu vois, on a un grain un peu rance, ça c'est bon signe. Ah ouais, c'est ça qui va donner très, le goût. très, très bon. Mais ce qui est drôle, c'est de voir aussi la qualité quand on hache au couteau. Ah, c'est-à-dire. Ben, regarde, tu vois, on n'a pas détruit la viande et on préserve se les tient. arômes. Elle se tient. bien Faut un sûr. bon couteau. Ça sent bon notre truc, hein. Eh ouais. Ça sent pas le régime, mais ça sent bon. Ça sent pas le régime. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer un petit hachis d'ail et d'oignon qu'on va intégrer tout à l'heure à notre préparation. Alors là, pour le coup, à cru. Exactement. Et après, je vais tailler comme ça. Je commence la découpe des oignons, mais laisse très vite Thierry, roi du ciselage, prendre la main. Dis donc, tu pleures pas, toi, avec les oignons? Non, Samouraï. Ah ouais, c'est ça, hein, j'osais pas le pleure dire. pas devant les filles. Bravo, respect, respect. Alors, bon, ça m'a l'air bien rissolé. Ça me paraît pas mal du tout. On va les débarrasser, comme vous dites, en cuisine professionnelle. Je les remplace par les saucisses et n'oublie pas de sortir mes cuisses de canard du four. Raphaël, ça t'ennuie pas de venir nous filer un petit coup de main, là, sur les gousses d'ail? Allez. Tu veux me faire pleurer, c'est ça Pas de raison, t'es planqué. Y a pas de là-bas, raison, ouais. hein. Non, mais ça va C'est pas, vrai. hein. Regarde-les, les C'est des scientifiques. bons élèves, ça. Bon, les gars, mon haricot, là, j'ai pas utilisé d'eau naturellement gazeuse, comme vous.
Mais quel degré de cuisson doit-il avoir? Parce que regarde, là, tu vois, il commence déjà à se détacher un peu. Là, il faudrait peut-être arrêter, non? Ouais, pour moi, il est bon. On arrête là, parce qu'il va recuire encore 3 heures au four quand même. Hein. Ah bah Donc, j'ai bien suivi votre conseil. On jette l'eau. Hein. Ouais. On vous a passé un week-end tranquille. Ouais, alors, Hop. Oh là, la saucisse Mais là, en s'emballe. jetant l'eau, déjà, ça change tout. On coupe la saucisse. C'est bon. On coupe ça. Alors, notre hachis d'oignon. Donc là, on a 2 oignons finement tachés. Je vous laisse et finir alors. Une demi-tête d'ail. et voilà. Ouais, c'est bon. Merci, Et voilà. Raphaël. Mais avec plaisir. On a toujours besoin d'un petit coup de main. Alors, on va faire revenir ça pendant une dizaine de minutes. Alors, je vous emmène à côté de Dax, dans les Landes, près à Souston, où l'on fait un cassoulet. Enfin, c'est une famille qui fait un cassoulet. Alors là, pour le coup, sacrément revisité. Tu vas voir que finalement, on peut imaginer un cassoulet quand même à la fois assis sur ses bases traditionnelles, mais considérablement différent de ce qu'on est en train de faire là. Pour cette recette de cassoulet revisitée, je retourne dans le sud-ouest, mais dans les Landes cette fois, à Souston, dans la ferme de Mélanie Delay. Mélanie est la 5e génération à travailler sur l'exploitation familiale qui se partage entre l'élevage de canards et la culture de maïs, d'asperges et d'une petite graine originaire d'Amérique du Sud. Nous avons quelques animaux sur la ferme, mais surtout la particularité de la ferme, c'est notre fameuse production de cacahuètes. Nous sommes les seuls producteurs en France à avoir donc une production de cacahuètes en plein champ et mécanisée. La culture de la cacahuète, c'est une production, mais c'est une histoire de famille et une histoire un peu de cœur aussi par rapport à notre grand-père. Car pendant l'entre-deux-guerres, il n'était pas rare de trouver la petite arachide dans les jardins de la région, nous explique Mélanie. Mon grand-père, en fait, avait rencontré un vieux monsieur sur Souston qui lui a donné des graines. Et à partir de là, donc mon grand-père avait une 30aine d'années à peu près. Et à partir de là, tous les ans, il avait ses 2-3 rangs de cacahuètes sur la ferme. En 2 générations, les quelques rangs domestiques se sont transformés en plantations de 3 hectares qui produisent en moyenne 6 tonnes de cacahuètes par an. Mélanie m'emmène dans le champ découvrir à quoi ressemble la plante. La récolte vient tout juste d'avoir lieu. Mais par chance, il reste quelques plants qui sont passés au travers des griffes de l'arracheuse. Car en effet, comme pour les pommes de terre, pour récolter les cacahuètes, il faut les déraciner. J'ai arraché le pied, donc ça veut dire en fait que tout se passe en terre. Ça se sème en mai et se récolte en octobre. Donc on sème la graine à l'aide d'un semoir à maïs. Ensuite, une fois que la graine est semée, au bout d'1 mois à peu près, il y a des premières fleurs. Et à la base de la fleur, en fait, il y a une tige qu'on appelle un gynophore. Et ce gynophore, en fait, part ensuite en terre et en fait donne la naissance à la coque. La variété en fait que nous avons, nous, c'est la Valencia. Donc c'est à peu près 3-4 graines par coque. La Valencia donne des graines plus petites et donc plus nombreuses que la majorité des variétés que l'on cultive habituellement dans les pays chauds. Mais ce n'est pas le seul avantage. Grâce à sa maturité précoce, elle s'est bien adaptée au climat océanique. Donc en fait, pour vérifier la maturité de la coque, donc on ouvre la coque et il faut que l'intérieur de la coque soit un petit peu marron. La cacahuète ne se mange pas que grillée et salée. Elle est aussi vraiment très sympa comme ça, sortie du champ. Donc là c'est marrant, elle va avoir un côté un peu plus légumes, plus pois cassés que la cacahuète qu'on a l'habitude de manger. Et ce qui fait un petit peu aussi la richesse de notre terre, c'est qu'elle a un petit goût légèrement sucré. Avant de pouvoir les déguster, les cacahuètes arrivées à maturité sont arrachées mécaniquement et séchées en 2 temps. D'abord dans le champ, au soleil, puis dans cette remorque, une fois débarrassées de la fanne et de leur coque. Les cacahuètes sont ensuite triées à l'aide de cette machine, créée de toutes pièces pour cette culture peu commune. Les cacahuètes qui sont en morceaux, on va dire, celles-ci vont servir pour réaliser l'huile de cacahuète. Alors que on aura l'autre phase avec les cacahuètes entières. Là, celles-ci vont servir pour, entre autres, élaborer la recette de la cassouette.
La cassouette est une pure invention que Mélanie m'emmène découvrir dans la boutique de la ferme. Comme nous sommes producteurs de canard, on voulait essayer de trouver en fait une recette qui mariait le canard et la cacahuète. Donc on s'est dit, pourquoi pas à Castelnaudary on a le cassoulet, ici on va avoir la cassouette. C'est en fait le cas de cassoulet, le sou de souston et le ouet de cacahuète. C'est son associé Cyril qui va me cuisiner cette fameuse cassouette, à 4 mains, avec son ami restaurateur Michel Badby. Bonjour Cyril. Bonjour Michel. Je viens voir comment tu te sors. Eh bien justement, j'étais en train de d'éplucher les tomates, tu vas montrer comment tu fais toi. Bon, tout à fait. Bon, alors donc... Michel est le chef qui a mis au point la recette. Pendant que Cyril émince tomates, oignons, ail et carottes, Michel confectionne un bouquet garni. Pas lésiner sur la quantité parce que c'est ce qui donne le goût. Je suis parti d'une base quand même du cassoulet traditionnel et à partir de là, bon, j'ai amélioré quelques ingrédients et après, bon, là où j'ai eu du mal, c'est-à-dire c'est d'enlever le croquant de la cacahuète. Et donc j'ai fait plusieurs essais. Finalement, c'est en mettant les cacahuètes crues, décortiquées à tremper 12 heures dans de l'eau claire, que Michel a obtenu une consistance fondante à souhait. Et pour les cuire, il a imaginé un bouillon un peu particulier, à base de lardons revenus dans de la graisse d'oie. On met les légumes. Et ici, à côté, nous avons la graisse aussi pour confire le jarret et les coines. Voilà, la graisse est en train de fondre. Nous allons mettre les coines dans la graisse de canard. Le jarret et la coine ont préalablement été enduits de gros sel et réservés 12 heures au réfrigérateur. Voilà. Donc maintenant j'ajoute les 2 litres de bouillon et j'ajoute le bouquet garni que tu as fait tout à l'heure. Le bouillon et le confit mijotent ainsi chacun de leur côté pendant 1h30. Une fois qu'on a fait refroidir la sauce, on va rajouter les cacahuètes à froid. Et contrairement au cassoulet traditionnel, c'est dans la cocotte à feu vif que se poursuit la cuisson des arachides durant 1 heure. C'est seulement après qu'on y ajoute les viandes. On va rajouter le jarret. Donc je te le sors comme ceci. Et on le bascule dans la sauce, avec les cacahuètes. cacahuètes. Ainsi que la coine, des saucisses et des cuisses de canard confites. Donc je rajoute mes confits de la ferme qu'on a fait cette semaine. Donc les saucisses de canard. Encore 15 minutes sur le feu et la cassouette est prête. C'est bien assaisonné. Ouais, très bon. On n'a vraiment pas la cacahuète comme on a l'habitude à l'apéritif. C'est vraiment le légume. Hein. Le légume frais. Et voilà le résultat, un savant et appétissant mélange de tradition et d'innovation. Bonne idée les amis. Le plus dingue dans tout ça, c'est que Cyril et Michel ne sont pas obèses. Et non. Hein, ils ont l'air tout à fait en bonne santé, c'est ce que les Américains appellent le French paradox. Et dans la cacahuète, dans l'arachide, il y a 50% de matière grasse, mais c'est des bonnes matières grasses. Ah, donc voilà. Alors, on va rajouter maintenant notre hachis de jambon. Et on va mélanger tout ça. Et ensuite, on va incorporer cette préparation extrêmement savoureuse, oignons et ail, à nos haricots. Oui. Si vous voulez bien. Et moi, je vais ajouter une petite louche de bouillon pour humidifier tout ça, pour éviter aussi de casser les haricots. Voilà. À toi, c'est pas mal parce que finalement, plutôt que de touiller à la spatule et de risquer de casser le haricot, tu le fais façon wok. Là, je m'incline. Champion du monde de lancer de haricots. Ouais, c'est un peu ça. Et voilà, bon, hop, on va tout alors, remettre. on remet tout là-dedans. Et maintenant, je pense qu'on est bon. On va égoutter notre jambonneau pour le couper en morceaux. D'accord. Thierry récupère le jambonneau cuit pour séparer la chair de l'os. Quant à moi, je récupère l'eau de cuisson et la filtre. Hop. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Notre cassole. Alors, pas de cassoulet sans cassole. J'ai le souvenir de 2 écoles à nouveau. Ceux qui mettent d'abord les viandes, puis les haricots. Ou ceux qui mettent un peu de haricots, un peu de viande, un peu de haricots, un peu de viande. Moi, j'ai fait plutôt en couche. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? En couche, pareil. En couche aussi? Alors, on va mettre... Alors, je sais qu'habituellement, on met plutôt des coines dans le fond, mais là, je trouve que... Oui, on tapisse un peu la cassole. On tapisse la cassole, je sais, mais bon, moi, je tapisse pas. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va bien répartir. On va se garder la saucisse quand elle remonte, c'est joli sur le dessus. Travers.
Hop, voilà. Alors on n'oublie pas aussi de laisser une petite place pour les confits. Moi je les mets plus tard parce que je trouve que c'est par nature c'est confit, donc c'est déjà bien cuit. Et ce que je trouve bon c'est le croustillant. Donc je le rajoute vraiment en fin de cuisson. On couvre à hauteur Thierry? On couvre à hauteur, oui. À hauteur, hein. Parce qu'il va y avoir une grosse évaporation. Il faut bien sûr préciser qu'on a préchauffé le four. Moi je le mets à 170. Oui, pas trop chaud mais bon quand même il faut que ça booste un peu. Et surtout chaleur tournante. Oui. Une ventilation pour que ça coupe. Accélérer en plus cette évaporation. L'évaporation. C'est parti pour 2h30 de cuisson. Et moi, ça me fait penser à une chose. Je regardais ce plat, et ce plat, il me paraît effectivement déterminant dans la réussite du cassoulet. Et il nous vient de l'Aude. C'est la poterie Notte qui continue de fabriquer artisanalement ces cassoles. Et d'ailleurs, il semblerait que le cassoulet tienne son nom du plat. Donc, autant dire, pas de cassoulet sans cassole. Direction le sud pour découvrir une poterie artisanale et familiale installée depuis 1883 au bord du canal du Midi, à Mas-Sainte-Puelle. Depuis que le grand-père Notte, au départ simple ouvrier, a repris les rênes de la poterie en 1947, 3 générations se sont succédées devant leur tour. Aujourd'hui, c'est Robert Notte, son neveu Jean-Pierre et son fils Philippe qui fabriquent dans la plus pure tradition artisanale les cassoles, ces plats en terre cuite qui ont donné leur nom au cassoulet de Castelnaudary. Alors, une cassole, c'est ce modèle-là. Cette forme tronconique, émaillée à l'intérieur en marron, avec deux petites aisances. Ça, c'est le plat traditionnel, le vrai cassoulet de Castelnaudary. Ces cassoles en terre cuite sont nées au XVIe siècle des mains de potiers du village voisin d'Issel, où la famille Notte détient encore une carrière. Elle y extrait de l'argile qu'elle mélange avec celle issue du terrain sur lequel se trouve aujourd'hui la poterie, pour fabriquer les cassoles à l'aide de tours de potier sur pied. Alors le tour de main, il faut, on va dire, il faut quelques années pour l'avoir. C'est un apprentissage qui se fait sur 3 ans. Donc il faut s'y tenir. Et nous, on a eu la chance d'avoir les parents pour nous former. Il a tout de même fallu 3 ans et de nombreux ratés avant que Philippe ne maîtrise ses gestes précis. Le plus important, c'est le centrage. Bien centrer la terre. Et après, c'est une question de... C'est la pression des doigts qui va commencer à donner la forme. Et après, on finit la forme avec cet outil-là. Ça va lisser la terre, ça va enlever les traces de doigts. Ainsi obtenue, la forme joue un rôle essentiel dans la cuisson du cassoulet de Castelnaudary. La forme tronconique, justement, donne un meilleur goût au cassoulet. Ça va pas sécher le cassoulet. C'est-à-dire que le jus va partir du fond et va monter sur les côtés. Et le cassoulet ne va pas se sécher. Puis après, quand même, quand vous l'amenez sur la table, ça a une autre gueule. Des qualités gustatives mais aussi esthétiques avec l'émaillage qui intervient 10 à 15 jours plus tard, ce qui aura laissé le temps à la terre de sécher. Cet émaillage est bien entendu réalisé lui aussi de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la louche. C'est un émail transparent. Et on va y rajouter des oxydes à l'intérieur pour obtenir les couleurs. On passe l'émail sur les poteries. Et c'est ensuite dans le four à 1000 degrés que ça va se vitrifier. Et ça va prendre la couleur du marron. On n'a pas une palette de couleurs bien grande. On va avoir un jaune, un vert, un bleu, un marron. C'est ensuite dans le four la différence de température qui va faire un vert plus foncé ou un vert plus clair. À l'origine, ce matériau coûteux n'était disposé qu'à l'intérieur des cassoles par souci d'économie. Aujourd'hui, la famille Notte conserve cette technique et ce style par tradition. Ça, c'est la poterie artisanale. Les plus petites pièces sont cuites pendant 8 heures dans un four à gaz qui monte à 1000 degrés. Mais pour les plus grosses pièces, les poteries de jardin notamment, la famille Notte utilise le four à bois qui date de la construction de la poterie.
Philippe tient à nous montrer ce four de 40 mètres cubes qu'il n'allume qu'en hiver. On commence à faire les premières cuissons décembre-janvier. Et c'est une cuisson par mois. Pendant 36 heures, on va mettre du bois dans le four. Et on va arriver à une température de 1000 degrés à peu près. On passe la journée, on passe la nuit, et on passe le lendemain à mettre du bois dans le four pour gagner quelques degrés. Donc c'est une cuisson beaucoup plus souple. S'il nécessite beaucoup de manutention, ce four permet une cuisson plus lente qui rend les poteries plus résistantes. C'est un savoir-faire oui, qui est en train de disparaître et on essaye de faire le nécessaire pour le maintenir le plus longtemps possible, quoi. Ce savoir-faire artisanal d'excellence a d'ailleurs été distingué par l'État qui a décerné à la poterie Notte le label Entreprise du patrimoine vivant. Bon alors cette fameuse cassole, on va la sortir, ça fait une petite heure que ça cuit, enfin une bonne heure même plutôt. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à casser la première croûte. Hein. Ah ouais. Tu vois Merci la cassole. Ah c'est beau. Waouh. Magnifique. Merci la poterie. C'est vrai qu'au début on se dit mais ça va être dur sous la dent, mais en réalité après on va réhydrater en cassant la croûte, c'est ça? C'est ça. La peau là. Ouais. Vas-y. Donc je casse au milieu. Je vais remettre un petit peu de ce bouillon. Ici. Hop, j'arrive à hauteur. Ouais. Encore une fois. Bah, je retourne la saucisse parce qu'elle sera dorée des deux côtés. Et hop là. Tac. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un cassoulet de poisson, les garçons? Oui, moi oui. C'est vrai? Ouais. Je l'ai pas vu, je l'ai pas goûté, mais je l'ai jamais vu. testé? J'ai jamais testé. Non. Jamais testé non plus. Eh bien, il y en a une qui a testé. Elle s'appelle Huguette. Et c'est d'ailleurs le plat qui réunit la famille. Et je crois que c'est, à mon avis, une des rares familles à faire ça. C'est un cassoulet à la morue. Notre recette nous emmène tout naturellement sur les routes du sud-ouest, à quelques kilomètres de Toulouse, sur les coteaux de Gaillac. Au domaine de la Ramée, la famille Issali cultive la vigne depuis 6 générations. Huguette, notre cuisinière, a longtemps géré le domaine avec son mari. Elle a laissé place à son fils et c'est aujourd'hui en cuisine qu'elle s'active. Comme avec son vin, elle s'attache avec sa recette de cassoulet au poisson à préserver les traditions culinaires familiales. C'est une très vieille recette de ma grand-mère paternelle. Il faisait cette préparation, il faisait ça pour le vendredi saint, dans le temps. Parce que bien sûr, la semaine sainte, il ne pouvait pas manger de viande, donc il mangeait beaucoup de poissons, et en particulier ce cassoulet. Qui est préparé avec la morue dessalée, poisson de carême par excellence. Je pense que ma famille est à peu près la seule à avoir cette recette. Et c'est parti pour la recette de la famille Issali. Huguette démarre avec les fameux haricots de Castelnaudary. C'est des haricots AOC et qui sont excellents pour le cassoulet. Elle les a préalablement trempés pendant 12 heures et les accommode avant de les blanchir. Une carotte, un oignon, un bouquet garni et une tomate. Elle étuve les haricots pendant 5 minutes à cuisson lente pour retirer leur amertume et passe alors à la préparation des saucisses. Mais attention, des saucisses aux légumes. Et c'est ce qui rend le cassoulet de morue assez attrayant. Ça ajoute quand même de la fraîcheur au cassoulet. Le céleri et les carottes sont découpés en dés, puis blanchis de 3 minutes. Petite fantaisie, Huguette ajoute des morceaux de coquille Saint-Jacques. Parce que la coquille Saint-Jacques est très parfumée, donne énormément de goût à la julienne de légumes. Elle mélange le tout à du jaune d'œuf pour lier. Il ne reste plus qu'à les embosser et les cuire quelques minutes en prenant soin de ne pas éclater le boyau de porc. C'est-à-dire que pour qu'elles n'éclatent pas, il faut surtout pas trop les garnir et les piquer pour que l'air puisse partir. D'autres fruits de mer s'invitent dans ce cassoulet, des moules, étuvés, décortiqués et mélangés avec une petite sauce personnelle. Je mets un jaune d'œuf, une grosse cuillerée de moutarde, 2 cuillerées de crème fraîche, 3 à la limite. On finit avec une pointe de safran et une belle louche de fumée de poisson. Huguette dispose ensuite les moules et la crème safranée dans le plat et verse une dernière rasade de fumée de poisson.
que le cassoulet ne soit pas trop sec. Et surtout que ça donne du parfum. Il ne reste plus qu'à le mettre au four pour gratiner. À 160, durant seulement une demi-heure. Une cuisson rapide comparée aux 3 heures nécessaires pour le cassoulet classique. Il reste la préparation de la pièce maîtresse, la morue dessalée, qui se farine puis se frit à la poêle à part. On ne peut pas l'ajouter au cassoulet dans le four, parce qu'elle se démolirait, on retrouverait, ça ne serait pas agréable. Alors on la frit et on la met ensuite sur le cassoulet pour la manger immédiatement. Mais le poisson rejoint le plat de cassoulet au dressage. C'est excellent. Ce cassoulet ravit les membres de la famille, même en dehors des vendredis. Cette recette est bien partie pour se transmettre encore longtemps au domaine de la ramée. Alors, le voilà notre cassoulet. Cela dit, l'idée du cassoulet de poisson, je retiens. Hein. C'est plus léger. Ah, une belle alternative à la viande, ouais. Plus de légumes, ouais, On absolument. trouve ça un peu en Auvergne, à Véron, où on avait beaucoup de morue séchée. Bah oui, bien sûr. Alors, là, on a fait 2 heures de cuisson, donc ça fera 2 heures et demie. Ouais. On va ajouter nos petits confits. Voilà, comme ça. Hop, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir la casserole non plus, parce qu'après, il faut avoir la place pour nos confits. On casse la croûte. En principe, on dit qu'on la casse 7 fois. Vous pensez que paraît c'est beaucoup, légitime? C'est une belle histoire, là. C'est une belle Ça histoire. fait partie de la liturgie un petit peu du 2-3 cassoulet, fois, c'est peut-être ça. pour on le a goût. compris Par que contre, c'était là, on voit religieux. avec le goût, je pense que 2-3 fois, c'est important. Oui, 2-3 fois. Alors, on va remettre ça au four, une petite demi-heure, le temps que les invités Allez, c'est arrivent, parti. qu'on termine de dresser la table. Le plat repart une dernière demi-heure au four, le temps pour nous de dresser la table, d'ouvrir une belle bouteille du Sud-Ouest et d'accueillir nos invités, évidemment 2 spécialistes en la matière venus tout droit d'Occitanie. La pression est à son comble. Bonjour, bonjour. Le chef Claude Taffarello, qui est tombé dans la cassole lorsqu'il était petit, tient une institution en Haute-Garonne, l'Auberge du Poids Public. Jacques Ballarin, grand chroniqueur gastronomique du Sud-Ouest, parcourt quant à lui les tables de Bordeaux à Bilbao et dirige un guide qu'il m'a d'ailleurs apporté. Magnifique, merci. Installez-vous, installez-vous. Alors Claude, vous qui servez le cassoulet, évidemment, et depuis longtemps dans votre auberge du Lauragais. Depuis 27 ans. 27 ans. 27 C'est la même recette? Elle n'a pas bougé? Oui, absolument. C'est vrai? Oui. Elle n'a pas évolué? Non. Je le cuis dans la cassole Voilà, vous le servez pas et on le sert au client dans une autre cassole, dans un plat en terre un peu comme celui-là. Attention. Alors déjà, je voudrais votre avis. Alors vraiment, soyez honnête. Dans l'apparence, on est comment? Alors écoutez, je vais me lever parce que c'est quand même il faut le mieux de voir voir de dessus. Écoutez Julie, ce cassoulet me plaît beaucoup. D'abord ça sent très bon. À l'œil, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Les bons le choses, Sud-Ouest il est va là, être hein. réinvité, mais j'adore. D'abord, il a une couleur magnifique. C'est vrai? La couleur Louis d'Or, c'est très important, oui. Couleur un petit peu dorée, quoi. Il faut qu'il soit... Ah oui. Qu'est-ce que tu utilises? On va se tutoyer, hein, Oui. Claude. Qu'est-ce que tu utilises comme haricot Alors moi d'ailleurs? j'utilise le lingot. Le lingot d'Oc. du Lauragais, donc de ta Oui. de ta région. Absolument, cultivé à Castelnaudary. Ouais. Mais on est très souple dans le Sud-Ouest, vous savez. Si on est à Tarbes, pourquoi ne pas utiliser le tarbé? Tenez. Ça va bien. Alors, messieurs, Là, au cassoulet. je pense à la belle santé de l'Occitanie aussi. Voilà. hein. Oui, et puis au Parce que Sud-Ouest. c'est l'Occitanie. Et au Sud-Ouest. Pays de Valais. Alors Jacques, justement, cette route du cassoulet, tu l'as parcourue pour tes guides. La route du cassoulet, en fait, c'est en gros de Narbonne à Pau. Pourquoi ce plat s'est installé à cet endroit-là en particulier? Pourquoi? Parce que dans notre région, le haricot pousse très bien. Le haricot aime un terrain calcaire. Et chez nous, on a la chance d'avoir des terrains calcaires. Donc la terre argileuse pour la poterie, Oui. les terrains calcaires pour les haricots. Et l'argilo-calcaire pour le vin. Voilà, et l'argilo-calcaire pour le vin. Bien dit, c'est vrai. Et la croûte, alors, est-ce qu'il faut vraiment casser la croûte 7 fois? Il faut le passer au four, le laisser réduire et on remouille carrément dessus. On remouille. C'est ce que on tu remouille. proposais, On ouais. ne casse pas la croûte. C'est une légende. Ce que dit Claude, c'est très intéressant parce qu'avec Raphaël, on observait qu'il fallait fabriquer cette croûte pour justement fermer le plat. Et donner du ça goût. fait couvercle. Qu'est-ce que vous nous avez raconté, les gens du Sud-Ouest, depuis des générations, là, nous faire casser la des croûte à siècles. Paris? Des belles légendes. Non, mais c'est fou, ça. Nous, on a un petit truc en cuisine pour savoir si le cassoulet il est à la bonne consistance. On prend la cassole comme ça, juste avant de l'envoyer au client, et on fait ça. Il faut que le Ça se détache, en fait, voilà, c'est ça? ça se détache. Le disque reste solide, et puis... Voilà, et là ça c'est le bouge. signe qu'il est parfait. Le bon cassoulet, c'est quand il y a un bon équilibre entre les haricots et les viandes. Et qu'est-ce que tu mets, toi, Jacques, comme viande, alors? La saucisse de Toulouse, Ce que nous avons fait. le confit,
la poitrine de porc, saucisson à cuire et le navarin d'agneau. Et alors après, il y a aussi un débat tomate ou pas dans le cassoulet. Ah, à Toulouse, on a tendance à mettre des tomates. Toi, non. Après, c'est des partis pris. Je veux dire, on prend son environnement, on dit la base, c'est le haricot, et après, chacun, en fonction de son environnement, il met ce qu'il a dans son poulailler, son étable. Quoi. C'est un peu ça. J'insiste quand même à une régularité de la recette. Elle se stabilise, parce que il y a 30 ans en arrière, c'était un petit peu cacophonique. Ça partait dans tous les sens. Voilà. Et là, je crois que... Tout le monde est à peu près d'accord. C'est un plat qui est apprécié des jeunes aussi? Oui. Il y a deux événements importants autour du cassoulet, dans le Lauragais. C'est un concours d'amateurs qui a lieu chaque année au mois de mars à Avignonnet. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on voit arriver sur le coup de 19h, madame et monsieur tout le monde avec la voiture. Ils sortent du coffre de la voiture, si vous voulez, la grande gamelle avec le cassoulet. Et ensuite, au mois d'août, il y a la fête du cassoulet à Castelnaudary. Alors, je peux vous dire que la recette ne va pas se perdre, hein. Elle se perpétue. Et en fait, ça plaît. Ah oui, il initie. Eh ben, on n'a pas fini de parler du cassoulet, hein. Ça fait des siècles et ça va continuer encore pendant des siècles. J'espère qu'on a bien célébré la liturgie du cassoulet, qu'on est entré dans la mythologie, qu'on vous a donné envie de rentrer dans cette religion et surtout qu'on vous a donné envie de prendre un billet de train, d'aller dans le Lauragais, d'aller chez les Chaurois, d'aller à Toulouse pour rencontrer ces gens, pour acheter ces bons produits, les haricots, les saucisses, le jambon de Bigorre, pour acheter aussi la cassole. C'est très important de continuer à faire travailler cet artisanat. Rapportez tout ça chez vous, ces beaux souvenirs, ces émotions et cuisinez le cassoulet à votre façon. Assurément, ce sera la meilleure. Ciao!